Bonjour, on est le 2 août 2018. Voilà, on est le 2 août 2018 et en fait il a fait très bon dans ma région encore une fois. Il faut encore en profiter parce qu'en fait on a des énormes chaleurs. Tant mieux si vous pouvez profiter de la météo. euh, Ça fait pas de tort. Ça ne peut faire que du bien. Bon, ici je vais faire une vidéo concernant donc la métrologie, encore une fois, métrologie. Et cette fois-ci, je vais voir ce qu'on appelle le décibel. Le décibel. Qu'on note petit d, grand B. B, bien sûr, de belle. De belle. Voilà. Donc, décibel. Qui est une unité, bien sûr, vous aurez compris, et que tout le monde sait, c'est l'unité sonore. Quoique, bon, vous aurez compris, je pense pas, parce qu'en fait, on peut avoir le décibel dans les systèmes d'automatisme avec régulation, et là, ça n'a rien à voir avec le décibel donné ici. Alors, avant de parler du décibel, je vais parler quand même de la vitesse du son. Enfin, il faut savoir que, bon, dans l'univers, il existe bien sûr de la lumière, et il existe du son. Du son et lumière. Donc on est dans un son, j'ai dit on est, l'être humain est dans un monde de son et lumière. Son et lumière. D'ailleurs, il exploite à fond le son et la lumière au travers de l'électronique pour, je veux dire, s'amuser au travers des festivals son et lumière, pour des hobbies. Hein, je veux dire, regarder sur Internet via un écran, c'est de la lumière. Hein, communiquer par téléphone, c'est du son, etc. Bon, voilà, on avait la radio-télévision, etc., qui fournissent, je veux dire, de grands fournisseurs de son et lumière. Bon, il y a beaucoup de choses qui apportent des sons lumière, sont les jeux vidéo, etc., etc. Enfin bref, le but c'est pas de voir les jeux vidéo ou quoi, qu'est-ce, mais de se dire que euh, les animaux, les insectes et les êtres humains sont les seuls à percevoir dans l'univers euh, la lumière. Comment? Mais la lumière, ils le voient au travers d'un système, on va dire visuel, qui est l'œil. Bon, les animaux possèdent des yeux, l'être humain possède des yeux, les insectes possèdent des yeux et ils peuvent voir dans leur environnement, je veux dire, évoluer dans leur environnement. Euh, les êtres humains, tout comme les insectes, enfin les animaux, possèdent, je veux dire, un organe, enfin deux organes symétriques qu'on appelle les oreilles. Les oreilles, c'est pour percevoir le son. Donc, l'œil va percevoir la lumière et le son va percevoir, enfin, les oreilles vont percevoir le son. Bon, on a deux yeux, hein, deux yeux disposés symétriquement, comme on a deux oreilles disposées symétriquement. Voilà, et tout est bon relié au cerveau, et c'est le cerveau en fait qui analyse le son qui lui parvient. Bon, qu'est-ce que c'est que la lumière? La lumière, euh, j'ai fait une vidéo sur la lumière, allez voir. En fait, ici, la lumière possède une certaine vitesse qui est la célérité. Célérité, la lumière qui est une onde électromagnétique hein, qui peut se propager dans le vide. Voilà. Alors que le son, c'est une onde mécanique. C'est une onde mécanique. euh, le son, c'est une onde mécanique, alors que la lumière est une onde électromagnétique. Une onde mécanique, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un support, et pardon, dans ce cas-ci, le support, bon, ça peut être l'air ou un liquide, etc., etc., mais il faut un support. Alors que si on est dans le vide, il n'y a pas de son. Par contre, une onde électromagnétique peut se transmettre, se propager dans le vide. Et que la célérité de la lumière vaut environ 300 000 km à la seconde, et qu'ici, bon, c'est plutôt 340 mètres à la seconde, mais ça dépend. Parce que la vitesse du son, ce qu'on appelle célérité du son, euh, bon, on va dire que c'est la vitesse de propagation des ondes sonores, et il y a toutes des études qui ont été faites sur l'étude de propagation du son dans l'air, et qui bien sûr qui s'est étendue à d'autres milieux, tels que les milieux gazeux, liquides, et tralali, et tralala, voilà, ou solides. Et on parle de vitesse du son dans toutes sortes de matériaux où nulle oreille ne peut
l'entente euh, dès lors que une vibration, une propagation s'y transmet. Voilà. Ouais. Mais malgré tout, l'être humain possède une oreille et bon, peut entrevoir le son, hein. On peut faire des études de son en l'absence d'oreille, oui, mais voilà, mais généralement le son a besoin d'une oreille. Mais de toute façon, dans l'univers, il n'y a rien qui capte le son, enfin, il n'y a rien qui entend le son. Normal parce qu'il y a du vide, mais si on arrive dans une planète comme la Terre qui a une atmosphère et donc de l'air, ben, de toute façon, les planètes, enfin, la Terre elle-même n'entend pas ses propres sons. Ce qu'elle peut avoir, c'est certaines vibrations. Elle peut percevoir certaines vibrations, mais pas un son. Elle n'a pas d'oreille. Mais elle peut avoir des vibrations telles qu'un tremblement de terre. Tremblement de terre, bon, la terre va vibrer. Et elle va voir, voilà, les roches vont s'interpénétrer entre elles. Et là, bon, elle peut percevoir ça. Mais elle n'a pas d'oreille pour entendre un son. Voilà. Bon, alors la vitesse du son, bien, vous comprendrez que j'ai mis 340 mètres par seconde, mais ça c'est, on va dire, à un certain endroit précis, hein. C'est pas partout parce qu'en fait, la vitesse du son, là, ce qu'on appelle la célérité du son, vaut 20,05 racine carrée de t, où t est la température en Kelvin. Donc vous comprendrez que le son dépend de la température et que le 340 mètres là, ben, euh, c'est la vitesse du son dans l'air à 15 degrés, bien sûr, au niveau de la mer. Voilà. Voilà, ça c'est au niveau de la mer à 15 degrés. Donc, n'allez pas croire que c'est toujours 340 mètres à la seconde. C'est pas vrai, c'est en fonction de la température, hein. Et la température ici, bien sûr, c'est la température thermodynamique qui est en Kelvin. En Kelvin. Bon, je ne fais pas une étude ici de la vitesse du son parce qu'en fait, elle dépend d'autres facteurs, notamment comme la compressibilité, on va dire, isentropique, et donc et la masse volumique du milieu de propagation. Et donc ça, je n'y vois pas, je reviendrai un de ces quatre pour montrer tout ça. Mais le but, c'est pas ça, c'est de se dire que le son a une très, très faible célérité, alors que la lumière, elle a atteint sa célérité la plus grande. La plus grande célérité que l'on puisse avoir, la plus grande vitesse que l'on peut avoir, c'est la vitesse de la lumière qui sont atteintes bien sûr par des petits corps très peu massiques, hein, qui n'ont même pas, presque pas de masse. Voilà, c'est-à-dire des particules qui peuvent atteindre cette vitesse de la lumière. Je vois pas un gros camion atteindre la vitesse de la lumière parce qu'il risque de désagréger, dire tout sur son trajet. Voilà, donc en fait, la vitesse de la lumière n'est atteinte que par des petites particules. Voilà. Euh, tel- voilà, des petites particules. Alors, voilà. Donc ici, moi, comme j'ai dit, je vais voir le décibel. Donc c'est l'unité, on va dire l'unité de niveau, on va dire sonore. Voilà. Bien sûr, comme je vous ai expliqué, l'œil permet de voir la lumière, mais les oreilles permettent de voir, euh, euh, permettent de percevoir le son. Voilà. La lumière permet, l'œil permet de voir, de percevoir la lumière. Voilà, ça c'est l'œil, mais l'oreille permet de percevoir le son. Donc l'œil, c'est quoi? C'est un système complexe, hein, je peux en revenir, et c'est tout un système, on va dire, physico-chimique, jusqu'à l'arrivée, je veux dire, l'analyse au cerveau. Voilà. Hein, je veux dire, voilà. Par contre, l'oreille, c'est un petit peu aussi un système complexe. On le décompose en oreille externe, oreille moyenne et oreille interne. Oreille interne qui est reliée bien sûr au cerveau pour l'analyse. Et entre-temps, bon, le son qui se propage dans l'air vient de frapper bien sûr un tympan. Tympan, on arrive, je veux dire, à un marteau, enclume, etc. Et puis on communique via le système nerveux de l'oreille, hein, qui est l'oreille interne, pour envoyer les signaux, je veux dire, être analysés, je veux dire, au cerveau. Voilà. Ça, c'est pour le système d'oreille. Le système d'oreille qui va, lui, capter donc euh, le son, toutes sortes de types de sons, et donc le son a des niveaux sonores. Bon, il y a des sons forts, des sons moins forts, des sons très très forts. Voilà, des sons qui sont dangereux pour les oreilles. Voilà, voilà, comme il existe des lumières qui sont dangereuses pour les yeux. Voilà. Alors, le son peut être exprimé suivant deux formes, soit
sous forme de puissance, ou généralement de pression, parce qu'on parle de pression sonore. Donc le niveau va dépendre soit de la puissance ou indirectement de la pression. Indirectement parce qu'il y a une liaison entre puissance et pression. Et là, si j'appelle grand P la pression et petit p, grand P la puissance et petit p la pression, mais il existe environ une loi. Attends, je m'excuse. Voilà. Je m'excuse, la caméra, c'était mal mise. Ouais. Bon, donc ce que je disais, il existe donc une loi entre puissance et pression. Et la puissance vaut environ le carré de la pression. Donc la puissance vaut le carré de la pression. Donc la puissance vaut le carré de la pression sonore, bien sûr. Hein. Donc une puissance forte, une puissance forte signifie une forte pression sonore. Voilà. Bon, lequel est le plus utilisé des deux? Je dirais, que c'est la pression sonore qui est le plus utilisée. Voilà, on ne parle pas en termes de puissance, mais plutôt en termes de pression sonore. Et c'est celui-là qui est le plus utilisé. Donc en fait, quelque part, le décibel va être défini par rapport à grand P, mais on va faire une retransformation pour l'exprimer en fonction de petit p au travers de la loi que vous avez ici, que la pression, la puissance était environ, bon, c'est pas la vraie loi, mais je vais à première approximation égale à environ égale au carré de la pression. Bon, alors qui a étudié ça? C'est une certaine loi qui est, bien sûr, vous l'aurez compris, une loi logarithmique. Hein, la logarithmique, je vais vous montrer tout de suite. Une loi logarithmique qui est la loi de Weber et Fechner. Weber-Fechner, qui est une loi logarithmique. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une exponentielle? Une exponentielle, bien sûr, c'est une courbe, bon, expose, quand on tend vers moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0. Donc ici, on a une asymptote horizontale, voilà, en moins l'infini. Voilà, quand on a une branche infinie ici. On a une branche infinie ici. Voilà. Ensuite, ça, je suis en train d'expliquer la fonction exponentielle de x. Voilà. Ici, là, on a y, avec y égale exponentielle de x pour tout nombre réel. E est un nombre qui vaut 2, un nombre environ 2,71 et des flottes. Vous allez voir via votre machine. Hein, vous tapez, si vous voulez savoir exactement que vaut E, vous faites l'exponentielle. Pour autant que je trouve l'exponentielle ici. Voilà. Ici, l'exponentielle se trouve au-dessus du logarithme népérien. Donc, je dois taper Shift, parce qu'il se trouve au-dessus, pour faire un décalage. Shift E. Voilà. Voilà comment on fait. Vous devez Shift logarithme népérien. L'exponentielle, il se trouve juste au-dessus du logarithme népérien. Donc, Shift E, et vous tapez 1, vous fermez la parenthèse, bien sûr, et vous faites exé. Et là, vous retrouvez 2,71. Et voilà. Normalement, c'est un nombre irrationnel. Il ne s'arrête pas. Mais moi, ici, la machine va me le donner avec 718, 28, 18, 28. N'allez pas croire qu'il est périodique. Hein. Parce que s'il était périodique, parce que je vois 18, 28, 18, 28, mais, je veux dire, n'allez pas croire qu'il est périodique ici. Parce que s'il était périodique, il serait rationnel. Or, il n'est pas rationnel, c'est un irrationnel. Hein, il est pas, si vous faites regarder par après les chiffres qui vont après, après ce 8 là, eh bien vous trouverez qu'il y a encore des chiffres qui se suivent, mais qui ne sont plus, je veux dire, périodiques comme vous le voyez ici. Ici, c'est bon, c'est un faux périodique. C'est un faux périodique. N'allez pas croire qu'il est périodique. Bien qu'on voit 18, 28, 18, 28, bon, c'est un faux périodique. Voilà. Et ce nombre E, c'est ça. Donc, quand je fais 2,71 18, 28 et tout ce qui s'ensuit derrière, exposant x,
mais avec 3 petits points ici, eh bien, c'est faire E exposant x, si vous voulez. C'est une base spéciale, c'est une base irrationnelle. Voilà, donc ceci, la fonction exponentielle, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, pour E, tout nombre exposant 0, ben, ça fait 1. Pourquoi? Parce que E exposant 0, c'est un nombre, un nombre. Donc je fais A fois E de moins A. Ce qui fait E de A fois 1 sur E de A. Parce qu'on sait bien que E de moins A, c'est 1 sur E de A. Et E de A sur E de A, ben, ça fait 1. Voilà la petite démonstration, je veux dire, vite fait, bien faite, pour démontrer que E de 0, fait 1. Donc, l'exponentielle E de 0 va passer en 1, voilà, et vous comprendrez que elle monte très vite, cette exponentielle. E de 1, ça fait 2,71, ça fait E. E de 1, c'est 2,71, 18, 28, etc. Puis E carré, on va monter très vite. C'est ça qu'on appelle une fonction exponentielle. Hein, E carré, là, 3E cube, etc. C'est une fonction qui va, on va dire, évoluer très très vite. Ça, c'est pour l'exponentielle. C'est une fonction. Bon, les gens aimeraient bien avoir un compte bancaire exponentiel, mais c'est pas le cas. Voilà. Bon, maintenant, l'exponentielle, c'est par exemple le cas des virus. Hein. Vous mettez des virus un petit peu de virus dans, voilà, d'une culture de virus en laboratoire. Mais je vous dis, qu'est-ce qui va se passer? Vous en mettez un petit peu, vous allez avoir une loi exponentielle. Voilà. Alors, oui, c'est une loi exponentielle. Qu'est-ce qui est une loi exponentielle? C'est tout ce qui est des intégrations, je veux dire, attention, pas confondre exponentielle de logarithme. Hein. Attention, je veux dire ici plutôt les comment est-ce qu'on appelle ça? Les, 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 les condensateurs qui sont des lois à charge exponentielle. Il y a des charges exponentielles, et bien sûr tout ce qui est batterie et tout ce qui s'ensuit, voilà, qui ont une, voilà, qui ont une charge, des charges, voilà, de type exponentiel. Voilà, c'est-à-dire qui s'accroît très très vite. Enfin, voilà. Et les exponentielles, on peut avoir des exponentielles de base quelconque, telles que y a exposant x. Et là, j'ai pris a qui est une base quelconque, et là, c'est une base particulière qui vaut e. Bon, maintenant, ceci étant dit, si je fais, je crée une bijection de la fonction ici, hein, ici, la fonction, en fait, elle est bijective, hein, il n'y a pas de problème, elle est bijective, donc ici, je peux créer ce qu'on appelle sa réciproque. Et comment paragrapher, comment dessiner sa réciproque? Tout simplement en traçant un axe qui est une bisectrice de l'axe OXY. La bisectrice à l'axe OXY, ben, je trace la bisectrice, et à ce moment-là, je fais une transformation du plan de cette courbe qui est une transformation qui est la symétrie, on va dire, orthogonale par rapport à la bisectrice ici. Voilà, donc je repère le symétrique de tous ces points-là, voilà, pour obtenir une certaine courbe qui est en fait logarithme népérien, qui est une courbe comme ceci. Voilà, qui est le logarithme népérien. Voilà. Et ça, c'est la fonction logarithme ln de x, qui est la fonction ln de x. Et on voit bien que normalement, ln de 1, ça fait 0. Logarithme népérien de 1, voilà, ln de 1, ça fait bien 0. Donc vous voyez bien qu'ici, bon, ici c'est parce que j'ai mal fait ma bisectrice. C'est pour ça qu'on n'a pas... Normalement, elle devrait passer ici. Voilà. Si je veux bien la faire, elle est là. Elle est plutôt comme ça. Voilà. Et donc, on voit bien qu'au-dessus de 1, pour les x au-delà de 1, pour x égale 1, ça fait 0. Pour les x au-delà de 1, les y sont positifs. Voilà. Et pour les x compris entre 0 et 1, eh bien, tout d'abord ici on a
Aussi bien ici, on avait une asymptote horizontale. Aussi bien ici, on avait une asymptote horizontale. Eh bien, quand je vais faire la bisectrice, je vais me retrouver avec une asymptote verticale pour logarithme népérien. Donc, ça veut dire que entre là, je vais tendre vers moins l'infini. Les y, quand je vais me rapprocher du zéro, les y vont tendre vers, on va dire, moins l'infini. Alors que là, c'est une asymptote horizontale. Quand les x tendent vers moins l'infini, les y tendent vers 0. Voilà, c'est le contraire. Voilà, donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que je peux faire des translations, comment on appelle ça, des, des changements de repères. Je peux faire un changement de repère. Si je fais une translation pour éliminer les négatifs ici, voilà, ici c'est négatif. Hein. Si je veux éliminer les négatifs, je fais ceci. Voilà, je mets un nouveau repère qui est là. Et là, je crée un nouveau domaine en enlevant les négatifs. Et bien voilà. Et là, j'ai une courbe qui est le logarithme népérien. Un logarithme népérien. Et là, je peux prendre cette courbe-là pour les pressions. Pour enfin, pas pour les pressions, parce qu'en fait, justement, la loi de Weber-Fechner, en fait, ben justement, en X, qu'est-ce qu'ils vont prendre en X, qu'est-ce qu'ils vont prendre en Y. Bien sûr qu'ils ont fait un décalage. Hein. Pourquoi? Parce que justement, ils ne vont pas prendre de négatif. Ils vont éliminer tout ce qui va donner de négatif. Parce qu'en fait, ils vont mesurer, la loi de Weber-Fechner va mesurer la sensation en fonction de l'excitant. Donc, l'excitant, c'est l'axe des X, et la sensation, c'est l'axe des Y. Sensation, l'excitant sensation. Voilà, et ça c'est la loi de Weber-Fechner, c'est-à-dire qu'ils vont, à travers d'une d'un envoi d'un signal qu'on appellera excitant, ben on aura une réponse qui sera une sensation. Et voilà. Et pour éliminer un excitant, pour éliminer une sensation négative, ben on fait un changement de repère comme ça, on n'a que du positif. On n'aura que des sensations positives, soit nulles ou positives bien sûr, mais pas de sensations négatives. C'est pour ça que le logarithme népérien, mais je vais le, le, le décaler. Bon, il faut savoir qu'il existe un rapport entre le log de x et le logarithme népérien. Voilà, il existe un rapport. Donc, que j'utilise le logarithme népérien ou logarithme en base E, le logarithme en base E, ou qui est le logarithme népérien, ou le logarithme en base 10, ben, je veux dire, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Voilà, il existe un rapport entre les deux, et voilà, c'est parler de la même chose. Voilà, donc ici, je vais voir la loi de Weber-Fechner. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, là, on a l'excitant. Ici, on a le... j'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot. L'excitant et la sensation. Voilà, heureusement que je l'ai trouvé parce que sinon j'aurais pu chercher pendant des heures. Voilà, donc ici, l'excitant et ici, voilà, sensation. Sensation. Donc en Y, on mesure la sensation, l'excitant ici, qui est une loi, bien sûr, logarithmique, hein, pas exponentielle, mais logarithmique. Donc ici, si je décompose en segments AB, BC, CD, DE. Voilà, c'est tous des segments de longueur égale. Voilà. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que
pour AB, le segment AB, la sensation sera, on va appeler A', B'. Pour le segment BC, qui est le même qu'AB, hein. Vous voyez qu'on a l'excitant, on va le faire par, on va dire, par segment identique. Voilà. Ici, par exemple, on aura le double de AB, AC sera le double de AB, AD sera AD sera le triple de AB, voilà, mais sera les 2/3 de BC. Sera le 1, 2, 3. J'appelle ça 1, 2, 3. Les 3 demi de BC, voilà. AD sera les 3 demi de AC. AD vaut 3. Hein. AD est égal à 3. AC est égal à 2. Donc, si je fais le rapport AD sur AC, ben on a un rapport de 3 demi. Donc, AD sur AC vaut 3 demi. Donc, voilà. Donc, ici, je prends des segments identiques. Donc, par exemple, AC, c'est le double de BC. AD, c'est le triple de BC. AE, c'est le quadruple de AB. Voilà. Donc, je répète. AC, c'est le double de AB. Ouais, parce que ça, c'est 2. Ouais. On peut considérer comme étant égal à 2. AD, c'est le triple de AB. Et AE, c'est le triple de AB. Voilà, le quadruple de AB. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez bien que l'excitant, je veux dire, on va faire on va créer un excitant de telle manière qu'il soit, je veux dire, de segments, je veux dire, tout de même longueur. De même longueur, donc de même valeur, d'excitant. On double, on quadruple, on quintuple cet excitant par rapport à une référence AB d'excitant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ici, on va le faire proportionnellement, hein, c'est ça que je veux dire. On va créer l'excitant de manière proportionnelle. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? Qu'au niveau de la sensation, c'est pas proportionnel. C'est pas proportionnel. Hein. Si je prends AC, AC va se retrouver peut-être ici. Si je prends AD, il va se retrouver ici. Et si je prends AE, il va se retrouver ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque au niveau de l'excitant? Donc j'aurai C', D', E'. Mais ici, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a un tassement. Ça se tasse. Voilà, on a un tassement. Et donc, qui dit tassement, on a bien une loi, ce qu'on appelle une loi logarithmique. Voilà. On a une loi logarithmique. Voilà. Et cette loi de, comment est-ce qu'on appelle ça? Weber-Fechner, eh bien, c'est bien une loi logarithmique. C'est une loi logarithmique. Donc, on a bien une loi de nature logarithmique, qui est la conséquence de la loi Weber-Fechner. Donc là, ça va dire que la sensation varie comme le logarithme de l'excitant. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Bon, mais il faut savoir qu'auparavant, il y avait, ça c'est la loi de Weber-Fechner. Donc le logarithme, la sensation varie comme le logarithme de l'excitant. Historiquement, bien sûr, bien avant ça, on avait trouvé que Lebel, hein, parce que par voilà, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Que n qui était Lebel était égal tout simplement au logarithme de la puissance par rapport à une puissance de référence. Attention que P0 est une puissance de référence. Hein. On mesure toujours par rapport à quelque chose. Hein. Voilà, on mesure toujours par rapport à quelque chose. Donc il faut une référence. Donc et là, P0 c'est la référence. Donc ici P c'est la puissance bien sûr mesurée et P0 c'est la puissance de
référence. Et on mesure toujours par rapport à cette puissance de référence. Donc, donner une certaine puissance, c'est par rapport à la puissance de référence P0. Voilà, et ça, c'était anciennement, c'était le Bell. Bon, ben là, il y avait un inconvénient à cette formule qui est le Bell. Hein, ça, c'est historiquement parlant, on utilisait ça, fut un temps, on utilisait ceci. Bon, maintenant, on l'utilise plus, je vais vous montrer ce qu'on utilise maintenant. Mais si je prends, par exemple, euh, si je prends, par exemple, une puissance qui est 2 fois la puissance de référence, donc j'aurai 2P sur P0, voilà, log, voilà, combien de belles que ça fait. Voilà, j'ai utilisé 2 fois un rapport qui est 2 fois la puissance par rapport à la puissance de référence. Ouais. Si je calcule ça, j'aurai quoi? Log bien sûr, ici, je peux simplifier, hein, parce que, ouais, en disant ça, je me trompe, hein, j'écris pas bien. Si j'écris, je vais écrire P égale 2P0, c'est plutôt ça qu'il faudrait écrire, voilà. Ce serait plutôt ça qu'il faudrait écrire. Voilà. Je prends une puissance P qui est le double de la puissance de référence, c'est-à-dire que je vais avoir P qui vaut 2P0 sur P0. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a une simplification et ça revient à calculer le log de 2, chose que je vais faire tout de suite. Alors, si je calcule le logarithme en base 10, ici il est en base 10, hein, je peux faire en ln, en logarithme népérien, log de 2. Voilà le log en base 10, 0,3, 103. Ouais, je vais le couper. Ouais, en 103, c'est-à-dire au 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres après la virgule. Voilà, pour dire 0,3, 103. Je laisse tomber les autres chiffres après. Voilà. Donc, log de 2, c'est 0,3, 103. Je me trompe pas. Non, je m'excuse. C'est 0,30, 102, 9, 995 et le 9995. Je vais reprendre tout ça, le mettre dans le 2 pour faire 3. Pour faire 0,30, 103. 0,30, 103. 0,30, 103. Bon, et ici, on voit tout de suite l'inconvénient d'un tel... Voilà. Déjà, c'est une unité très petite. C'est très petit, ça. Bon, donc, il faudrait passer à une autre unité. Le Bell n'arrange pas, je veux dire, les personnes. Ça, c'est de 1, et en plus de ça, il y a plein de décimales. Hein, c'est un petit peu comme les pH en chimie. Les pH en chimie, ben, je veux dire, vous comprenez, c'est aussi des nombres très petits, parce qu'on joue avec des concentrations très faibles. Et donc, fatalement, il faut réagrandir ça pour essayer d'avoir des nombres qui se situent entre 0 et 14. Et là, on utilise les logarithmes, et encore, il faut multiplier par un coefficient pour essayer d'avoir... donc, ça a été calqué sur un petit, je sais pas, il y en a un des deux qui a calqué sur l'un ou l'autre, voilà, mais quand on savait qu'on avait des petits nombres et qu'ils étaient décimaux, comment les réagrandir et les mettre sous forme plus grand, eh bien, on peut utiliser le logarithme. Voilà, c'est ça. Enfin, les logarithmes les rendent petits, je m'excuse. Les logarithmes les rendent petits, même, ouais, ils les rendent petits, les logarithmes, mais ce qu'il faut faire, c'est multiplier par un coefficient, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Bon, alors comme l'unité ici, elle est petite, qui est le Bell, ça c'est le nombre de Bell, Bon, le nombre de Bell, je peux mettre petit n, hein, ça change rien. Le nombre de Bell, je peux mettre petit n, que je mette petit n ou grand n, bon, ça va rien changer. Alors c'est là que vient le décibel. Si le Bell est défini comme le logarithme de P, de la puissance sur une puissance de référence P0, ben, ça, on a dit que c'était très petit, et en plus ça donnait des décimales, donc je vais passer
par le décibel, c'est-à-dire n divisé par 10, je divise le bel par 10, qu'on appelle décibel, puisque je divise le bel par 10, qui est log de P sur P0. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, le nombre de bels sera égal à, ben, le 10 il passe de l'autre côté, dans le nombre de droite, qui fait 10 log de P sur P0. Et là, vous voyez que le fameux 0,30 devient 3,0, j'avais 103, hein, je crois, c'est ça. Donc, ce qui fait 3,01. Voilà. Le nombre devient 3,01. Je l'ai augmenté de 10 fois. Voilà. J'ai augmenté de 10 fois. Voilà. Et on a ici, ce qu'on va dire qu'on a 3 décibels. 3,01 décibels. Voilà. Le décibel se note avec un petit d. Parce que voilà. Alors, ça c'est pas pour rien, ben, c'est parce qu'en fait, il a été remplacé par le décibel pour la raison que je vous ai mentionnée, qui est analogue, si vous voulez, à l'usage du décimètre. Voilà, pour faire des analogies avec d'autres choses, c'est analogue au décimètre, au lieu du mètre. Voilà, pour les petites longueurs. Voilà. Quand on a quelque chose de petit, on va repasser en décimètre pour avoir une valeur qui va s'agrandir, si vous voulez. Regardez. Si j'ai... Je vais prendre le mètre. Le mètre, on a le décimètre, centimètre, millimètre, voilà. J'ai 0,1 mètre. 0,1 mètre s'indique comme ceci dans un tableau, dans un abac des longueurs. 0,1 mètre s'indique comme ceci. Bon, mais cette unité est très petite, avec des décimales, avec, un chiffre décimal. Alors pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On va dire qu'on a 0,1 mètre fait 1 décimètre. Ouais, c'est ça, c'est ça. 0,1 mètre fait 1 décimètre. 0,1 mètre, c'est 1 décimètre, donc c'est ce qui fait 10 cm, c'est juste. Voilà. Donc je passe, comme la valeur est petite, avec une virgule, comme j'étais en mètres, je passe par un sous-multiple, et là j'agrandis le nombre, si vous voulez. Et si je repasse encore par un sous-multiple, je réagrandis encore en plus le nombre. Donc ici c'est pareil pour le décibel. Pour le décibel ici, ben, j'étais à 0,3, bon pour des décis j'augmentais de 10. Donc voilà, c'est comme un petit peu le décimètre qui est un rapport de 10 par rapport au mètre. Voilà. Bon, j'ai pris le décimètre, mais je peux prendre le décimètre par rapport au centimètre, un rapport de 10. Tout ce qui est rapport de 10, bon, voilà. Mais si c'était bien un rapport de 10, parce qu'on a divisé par 10. Voilà, pour augmenter le nombre de 10 fois. Voilà. Bon, maintenant, ça c'est en fonction des puissances. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va encore réaugmenter ce nombre-là. On va le réaugmenter. Comment? Comment? Ça c'est simple. Eh bien, à l'accoutumée, on n'exprime pas forcément en puissance, P sur P0, mais on exprime en pression. Le son s'exprime on mesure en pression acoustique. Assez souvent en pression acoustique. Donc, en pression acoustique, on mesurera une pression P, une pression acoustique P. Mais on sait bien que, je vous ai dit tout à l'heure que la puissance vaut environ le carré de la pression acoustique. Donc ici, je peux dire que la puissance mesurée, voilà, vaut environ P carré. Et que P0, mais, ce sera la pression de référence, la puissance de référence ici, P0, et donc là, la pression acoustique de référence, mais mis au carré. Donc on va mesurer par rapport à une pression de référence, une certaine pression par rapport à une pression de référence. Donc on va mesurer non plus une puissance, mais une pression par rapport à une pression de référence, mais il faudra tenir compte des carrés. Des carrés. Donc, si j'écris la formule de décibel, n nombre de décibels qui est égal à, on vient de le voir, log de P sur P0, voilà, je transforme, j'ai log de
P carré sur P0 carré. Et ça, bien sûr, c'est log de petit p étant la pression, P sur P0, P0 la pression de référence, et P la pression mesurée, pression acoustique, parce que l'oreille, je veux dire, on comprendrait que ce sont des pressions, hein, plus des pressions qui arrivent à une oreille, mais c'est vrai qu'on sait mesurer la puissance, mais bon, voilà, la puissance acoustique par rapport à une pression. Mais généralement, on mesure les pressions, voilà. Donc ici, qu'est-ce que je peux mettre? C'est 2 log de P sur P0. Ouais, j'ai oublié de mettre mon 10, parce que je suis en décibels. 10, 10, 10. Et là, comme j'ai 10 fois 2, log de petit p sur petit p0, là j'ai 20 log de p sur p0. Voilà, en pression acoustique. Donc, vous voyez que je réagrandis 2 fois l'unité. Hein. Donc, j'ai réagrandi encore une fois. Avant, j'ai fait x10, maintenant j'ai fait x2. Ce qui fait qu'au total, j'ai fait x20. Donc, x20, le petit nombre qu'on a, ben, il est augmenté fameusement de 20 fois. Par exemple, si je prends une pression, donc maintenant on sait bien que le décibel, c'est ceci. C'est 20 log de la pression acoustique sur la pression de référence. Si je prends une pression de référence acoustique mesurée qui est 2 fois la pression acoustique, P0, de référence, ben je peux écrire que c'est 20 log de 2P0 sur P0, ce qui fait, un log de D, on l'a fait tout à l'heure, 0,3 et D, voilà, 0,30, voilà, je vais recalculer ce log de 2, voilà, 0,30, 10, 29, 995, j'avais dit que c'était 0,3, voilà, c'est plutôt ceci, voilà, ça c'est log de 2, et maintenant je fais pas x 10, mais x 20, voilà, je tombe à 6 décibels, 6 décibels. Donc, ici, ça va me donner 6 décibels. Maintenant, si je mets 4 fois la pression, 20 log de P sur P0, sachant que P vaut 4 fois la pression de référence. C'est-à-dire qu'ici, je double la pression acoustique. Eh bien, regardez qu'est-ce qu'a fait le décibel. Je vais faire donc log de 4, qui est 0,6 fois 20, 12 décibels. Ouais, 12 décibels. Ouais, ici, j'ai eu de la chance. En doublant ma pression, j'ai doublé. Mais c'est pas toujours le cas en fait. Hein. Attention à ça. On va regarder pour des haut-parleurs. On va en discuter avec des haut-parleurs. Voilà. Bon, si on a un haut-parleur de 100 décibels. Donc ici, je vais faire un calcul avec un haut-parleur de 100 décibels. Un haut-parleur de 100 décibels, ce qui veut dire que j'ai combien de dB? J'en ai 100. 100 dB. Donc N vaut 100. Voilà, 100 décibels. Bon, on sait bien que c'est 20 log de P sur P0. Pression acoustique. Voilà, par rapport à la pression acoustique. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que 100 sur 20 est égal à log de P sur P0. 100 sur 20, ce qui fait 5, il va 5 fois. 5 fois. Et donc, ici, j'ai une équation logarithmique. Donc, je dois prendre
comment est-ce qu'on appelle ça, les réciproques dans chaque membre. La réciproque de logarithme en base 10 de P sur P0, c'est 10 exposant log de P sur P0. Voilà, et donc là, je vais prendre 10 exposant 5. Voilà, je prends la puissance de même base. Voilà. Là, je fais 10 exposants en log pour faire tomber, bien sûr, pour avoir l'argument P sur P0. Et en faisant ça, j'ai P sur P0 est égal à 10 exposant 5, bien sûr. 10 exposant 5 quoi? Ben, P vaudra 10 exposant 5 P0. Voilà. Donc 100 000 fois, on a 100 000 fois la puissance de référence. 100 000 fois. 3, 0, 4, 5, ouais, c'est 100 000 fois la puissance de référence. Maintenant, ça c'est pour un haut-parleur à 100 décibels. Maintenant, je vais mettre deux haut-parleurs. Et je vais regarder si j'ai bien doublé la puissance. Voyons voir. Donc, je vais faire 20 log de la puissance. Je vais la doubler. 2 fois 10 exposant 5 P sur P0. Voilà. Ça, c'est la puissance de 100 décibels. Si vous voulez, ça, c'est la puissance des 100 décibels là. Donc ici, je vais faire doubler la puissance, c'est-à-dire mettre deux haut-parleurs P sur P0. Donc ici, je vais mesurer ça. Sachant quoi ici, si c'est 10 exposant 5 P0. Hein, voilà. Comme ça, je peux simplifier. Ouais, parce qu'en fait, P vaut 10 exposant 5 P0. Donc je mets P ici, et je peux simplifier les P0. Donc je vais calculer ceci, et je vais avoir la puissance en décibels de haut-parleurs. Donc ce qui fait log 2 fois 10 exposant 5 fois 20. Voilà, j'ai exactement 106 décibels. Hein. Bon, je laisse tomber la virgule. 106 décibels. Donc vous voyez que c'est pas proportionnel. Hein. C'est ça que je vous disais. On voit bien que c'est de nature logarithmique. Hein. Ah, c'est de nature logarithmique. On va dire un haut-parleur, c'est 100 décibels. Deux haut-parleurs, c'est 100 décibels, mais en pression sonore, on a doublé. On n'est pas à 100 000, mais on a à 200 000 fois la pression de référence. Hein. On a 200 000 fois. Donc, 100 décibels, c'est, on va dire, 100 000 fois la pression de référence. Voilà. 100 000 fois la pression de référence. Alors que 106 décibels, ben, c'est en fait 200 000 fois la pression de référence P0. Autant dire que 110, on passe que de 6 décibels de là à là, hein, de 6 décibels, mais la pression elle est énorme. Hein. Et on a doublé la pression de référence, pression acoustique de référence. Voilà. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais comment mesurer le son? Ben, le son, ça se mesure avec ce qu'on appelle des sonomètres, qui sont des appareils, je veux dire, comme ceci. Hein. Il y en a différentes tailles, différents, voilà. Voilà, ici, on a une graduation ici. Voilà, on permet de régler ici. Bien sûr, on peut mettre connecté. Hein, je veux dire, voilà, un sonomètre, c'est un petit peu ça comme ça. Et il y en a différents types. Voilà, il y en a, leurs becs, ils sont plus allongés, etc., etc. Ils sont plus petits. Bon, ça dépend quel est le type d'appareil qu'on achète. Voilà, il y a différentes tailles de sonomètres. Il y en a même avec des bouches comme ceci. Voilà, ça dépend. Ouais, il y en a voilà, il y a différents types de tailles. Voilà, toujours avec ici une graduation. Là, on peut faire des réglages. Là, on peut faire des réglages. Un réglage ici, un réglage là. Voilà, bon maintenant, la graduation, elle n'est pas forcément dans le sens que je vous donne. Hein. Peut-être la graduation peut être donnée à l'envers. Voilà, à l'envers parce qu'on mesure de l'autre côté. Voilà. Donc, et ça, ce sont ce qu'on appelle des sonomètres, qui permettent de mesurer le son. Et voilà, et donc ça permet de voir si, par exemple, sur une route, il faille mettre sur une route, hein, on a une route,
S'il y a trop de bruit, à ce moment, on mettra bien sûr, on ajustera par des barrières anti-bruit, hein. Si la population se plaigne des nuisances sonores autour d'une route qui fait énormément de bruit, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait appel à la commune qui va venir mesurer, prendre les, décider des solutions à prendre pour répondre, je veux dire, aux doléances de la population. Voilà. Bon, maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, bon, on peut se situer près d'un aéroport. L'aéroport, bon, avec des avions, les gens habitent tout près d'un aéroport et bon, les avions n'arrêtent pas de défiler du matin au soir. Ben là, on peut prendre des, comment on appelle ça, des prérogatives, je veux dire, communales ou voilà, par un maire, un bourgmestre, etc., pour qu'ils prennent en charge les doléances de la population contre les nuisances, on va dire, sonores. Voilà. Il peut y avoir des discothèques. Les discothèques peuvent être une nuisance sonore. Tout ce qui est, je veux dire, bon, travaux de, travaux euh, faits au marteau-piqueur, les nuisances dues aux moyens de transport tels que le train qui passe à côté d'une habitation. Et je veux dire, voilà, par intermittence, il y a un train qui passe et qui fait du bruit. Voilà, les avions qui décollent et qui atterrissent, voilà, etc. Bon, on peut avoir beaucoup de nuisances sonores du fait de certains moyens de transport, de certaines usines, de certaines, voilà, que ce soit au niveau travail, au niveau festif, hein, parce que le festif crée aussi, je veux dire, des nuisances sonores et tout ça, c'est pour la santé, je veux dire, de l'être humain au niveau de l'oreille. Voilà. Donc ici, c'est prendre en charge les doléances de la population euh, pour prendre en considération les doléances et construire certaines, on va dire, construire certaines, tout au moins, on peut peut-être diminuer le bruit par un déménagement, je veux dire, d'une festivité dans un autre lieu, ou etc., etc., ou, ou- enfin, il y a plusieurs moyens un aéroport, on peut pas on va pas commencer à dire aux gens, bon, on va déplacer l'aéroport, hein, bon. Par contre, quand on construit un nouvel aéroport, on peut se dire, ouais, bon, là, on n'a pas envie de l'aéroport. C'est à la construction, à la base, qu'il faut dire non. Parce que une fois qu'il est construit, ben, si ça génère trop d'argent, fatalement, on va pas commencer à déplacer quelque chose qui génère trop d'argent, hein. C'était à la base qu'il fallait le dire. Donc, on peut déplacer l'étude à la base dans un autre lieu, pourquoi pas. Mais bon, quand il est en exploitation, l'aéroport, c'est un peu terminé. Il faut pas, la seule chose à faire, c'est de se prémunir par des barrières anti-bruit, des vitres, je veux dire. Ouais, il faut se prémunir contre des matériaux qui vont faire office de contre-nuisance sonore, tout simplement. Il existe d'innombrables matériaux d'absorption qui font en sorte que les bruits peuvent être absorbés même. Bon, la maison va coûter plus cher en construction parce que fatalement, vous prenez des, des, comment est-ce qu'on appelle ça, vous prenez en compte euh, une construction qui va impliquer, je veux dire, des matériaux de construction contre la nuisance sonore. Donc fatalement, tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde ne fait pas ça. Je veux dire, euh, les seuls qui feront ça, bon, paieront les conséquences, je veux dire, de protection de la nuisance sonore, fatalement. De toute façon, on n'oblige pas quelqu'un à habiter près d'un aéroport ou près d'une ligne de chemin de fer, hein. Bon, je veux dire, il y a des gens qui vivent toute leur vie à côté d'une ligne de chemin de fer, des gens qui vivent toute leur vie à côté d'une usine, hein, je veux dire, bruyante. Il y a des usines hyper bruyantes qui font des bruits bon, toute la journée, mais même la nuit, parce qu'ils travaillent la nuit. Et donc, fatalement, les gens se plaignent pas, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui s'accommodent de bruit et finissent bon, par vivre. euh, euh, à vivre dans leur environnement et donc ils s'en plaignent pas. Bon, il reste encore quelques petites personnes qui peuvent se plaindre du bruit et fatalement ils peuvent être écoutés et on peut répondre à leurs doléances. Et ça, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Je veux dire, je veux dire, ça, je veux dire, il suffit d'écrire à la commune, au maire, au bourgmestre, voilà, aux échevins pour faire bouger les choses si quelqu'un a envie de faire bouger les choses. Pour autant que, je veux dire, les doléances soient prises en charge en groupe parce que c'est une seule personne, la personne, voilà,
On peut comprendre qu'il y a une personne qui soit fatiguée, et fatiguée dans la vie, et qui fasse en sorte que, qu'elle ne supporte plus les bruits, et qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, va vouloir atténuer les bruits, mais le reste du monde autour de lui n'a pas, je veux dire, je veux dire, problèmes psychologiques que la personne qui est fatiguée de la vie, et donc où les bruits deviennent, je veux dire, le moindre bruit devient une nuisance parce que nerveusement il est atteint. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, s'il n'est pas entouré de personnes qui veulent changer les choses, et qui se retrouvent seul parce qu'en fait il est le seul, il a, il est seul à avoir des problèmes de nervosité dans l'entourage, donc les gens ne bougeront pas avec lui. Voilà, il sera le seul à bouger, et donc là, à ce moment, la commune ne va pas bouger pour une personne. Par contre, s'il y a un groupe de personnes qui se met ensemble, voilà, et qui sont vraiment, je veux dire, excédés par le bruit, je veux dire, des nuisances sonores provoquées par l'une ou l'autre, je veux dire, euh, par quelque chose, hein, par quelque chose, c'est pas une usine, un aéroport, des trains, peu importe, des voitures, des camions, ça, enfin, une nuisance sonore peut, je veux dire, revêtir sous différents manteaux, voilà. Mais il faut bien savoir que la nuisance sonore provient, je veux dire, d'une activité économique qui rapporte de l'argent aussi, hein. Si vous n'avez pas d'avion, oui, vous n'aurez pas de bruit d'avion, mais fatalement, il n'y a pas d'argent qui rentre. Si vous n'avez pas de camion qui passe, ben, je veux dire, ouais, vous n'aurez pas de bruit, mais fatalement, il n'y aura pas d'argent et de transport qui se feront, je veux dire, dans la commune, à cause que les camions doivent contourner et aller plus loin vers un magasin qui a été délocalisé plus loin, voilà. Et bon, donc le bruit fait partie de la vie, et donc fatalement le bruit, c'est un facteur aussi qui rapporte de l'argent. Un marteau-piqueur, c'est pour casser les routes et pour que les gens aient des bonnes routes. Les grues qui viennent travailler, c'est pour casser, démolir et reconstruire. Donc fatalement, je veux dire, la nuisance sonore, c'est pour un bien, c'est pour un bien. Maintenant, tout ce qui est festif, bon, c'est pour s'amuser. Ah bon, les nuisances sonores, ça dépend d'une personne à l'autre. Bon, ça dépend les personnes qui sont, je veux dire, comment on appelle ça, euh, sensibles au bruit ou pas. Il y a des personnes plus sensibles au bruit ou pas, pour diverses raisons. Voilà, je vous remercie beaucoup.